Mars 2023, Lituanie, base de Roukla. Une colonne de la Bundeswehr progresse sur une route forestière. En tête, un Fennec, 8 tonnes, 8 roues, une optique de nuit et une mitrailleuse de 7,62. Le véhicule s'arrête. Devant lui, une rivière. Pas un fleuve, pas un obstacle majeur sur la carte. Une rivière ordinaire de Lituanie. Le Fennec ne traverse pas. Il attend. Un officier de liaison français, intégré à l'état-major multinational, observe la scène. Il ne dit rien. Il a déjà vu ça, ailleurs, avec un autre véhicule, sous un autre drapeau. Le Fennec est le principal engin de reconnaissance de la Bundeswehr depuis 2003. Il est discret, rapide, équipé d'une optique qui voit dans l'obscurité. Il coûte environ 3 millions d'euros pièce. La Bundeswehr en a mis plus de 200 en service. En Afghanistan, il a fonctionné. Au Mali, lors des rotations allemandes, il a fonctionné. Partout où l'ennemi n'avait ni chars, ni artillerie, ni rivière à défendre. La Lituanie n'est aucun de ces endroits. Ce n'est pas un détail technique, c'est une décision que quelqu'un a prise et que quelqu'un d'autre paie aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se passe à Roukla, il faut comprendre ce que le Fennec a remplacé. Le Lux, lynx en allemand, était entré en service en 1975. 8 roues, 4 hommes d'équipage, 20 tonnes. Et il nageait. Pas vite, pas loin, mais il entrait dans l'eau et il en ressortait de l'autre côté. C'était une déclaration tactique autant qu'une caractéristique technique. Un éclaireur qui s'arrête à l'eau n'est pas un éclaireur, c'est un observateur. Le Lux a été retiré du service entre 2003 et 2008. La raison officielle, coût d'entretien trop élevé, format inadapté aux nouvelles missions. La vraie raison, le monde avait changé. Et personne ne planifiait plus une bataille de chars en Europe centrale. Ce raisonnement était juste. Il était juste pour 2003, pas pour 2023. L'officier de liaison français à Roukla connaît cette logique. Il l'a vu appliquée dans son propre pays avec son propre véhicule. Le VBL, véhicule blindé léger, est entré en service dans l'armée française en 1990. 3 tonnes et demie, 2 hommes, une optique correcte. Léger, rapide, pas cher à l'entretien. Et comme le Fennec, il ne nage pas. Il a servi en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, au Mali, au Sahel. Partout où la guerre ressemblait à une opération de stabilisation plutôt qu'à un affrontement de haute intensité. 2 pays, 2 véhicules, 2 décisions prises dans les mêmes années pour les mêmes raisons. L'Allemagne a choisi le Fennec, la France a gardé le VBL. La logique était identique, économiser, adapter, oublier ce que la guerre froide avait enseigné. Ce que les deux armées ont oublié en même temps, elles le redécouvrent maintenant au même endroit. À Roukla, les équipages allemands ont développé des solutions que les manuels ne prévoient pas. Quand la chaleur en été fait condenser l'optique, ils utilisent un chiffon qui ne figure sur aucune liste d'équipements. Quand l'autonomie réelle en hiver lituanien descend en dessous des chiffres officiels à cause du chauffage et des systèmes électroniques, ils recalculent les itinéraires à la main avant chaque sortie. Et aux rivières, les petites, les non répertoriées sur les cartes tactiques, ils ont leur propre procédure. Qui passe par le pont, qui attend, qui couvre depuis cette rive jusqu'à ce que l'autre soit sécurisé. L'officier de liaison français reconnaît ces procédures, pas parce qu'il les a apprises à l'école de guerre, parce qu'il les a inventées lui-même, avec un autre véhicule, dans un autre pays. Ce qu'on apprend quand le matériel ne suffit pas, on ne l'écrit jamais dans les rapports officiels. Le 24 février 2022 a changé la question. Pas la réponse, la question. Avant cette date, le Fennec était un problème de gestion de parc. Après cette date, c'est un problème de flanc est de l'OTAN. Les états-majors ont sorti des cartes qui n'avaient pas été consultées depuis 20 ans. Lituanie, Lettonie, Estonie, le corridor de Suwałki, 65 km entre la Biélorussie et Kaliningrad, seule liaison terrestre entre la Pologne et les pays baltes. Et sur ces cartes, des rivières, des dizaines de rivières qui traversent exactement les zones où un éclaireur devrait opérer en premier. La Bundeswehr a regardé ces cartes, elle a regardé son véhicule de reconnaissance, et quelqu'un, dans un état-major, a fait le calcul que tout le monde évitait de faire depuis des années. L'officier de liaison français a fait le même calcul, avec le VBL en tête. 2 armées, le même problème, le même silence dans les rapports officiels. 1975, usine Rheinmetall, Kassel.
Un véhicule sort des ateliers pour la première fois. 8 roues, coque étanche, 2 propulseurs à l'arrière. Le Lux entre dans l'eau et en ressort de l'autre côté. Ce n'est pas un essai spectaculaire. Les équipages qui l'ont reçu savaient ce que ça signifiait. On ne leur expliquait pas pourquoi la capacité amphibie importait. Ils le comprenaient dès la première traversée. En France, la même année, l'armée de terre regardait ses propres véhicules de reconnaissance et se posait les mêmes questions sur ce que devait pouvoir faire un éclaireur moderne. Le Lux a été conçu pour une guerre précise. Europe centrale, Grande Plaine, division blindée soviétique progressant en profondeur. L'éclaireur devait traverser l'Elbe, la Weser, les rivières d'Allemagne du Nord avant que l'ennemi comprenne qu'il était là. La capacité amphibie n'était pas un bonus, elle était au cœur de la doctrine. Sans elle, l'éclaireur attendait au bord de l'eau pendant que l'ennemi se positionnait de l'autre côté. En France, la doctrine n'était pas différente. L'ERC 90 Sagaï, roue, canon de 90 mm, couvrait le flanc ouest de l'OTAN. Le VBL, plus léger, était prévu pour accompagner les unités en reconnaissance rapide. 2 pays, 2 approches, mais la même conviction. La guerre en Europe exige des véhicules qui franchissent les obstacles sans attendre. Cette conviction a duré exactement jusqu'au 9 novembre 1989. La chute du mur a changé les calculs. Pas immédiatement, pas brutalement, mais de façon irréversible. En Allemagne comme en France, les années 90 ont apporté ce qu'on appelait le dividende de la paix. Les budgets ont été réduits, les régiments ont été dissous, les matériels ont été mis en dépôt ou détruits. Et dans les états-majors, des officiers ont commencé à rédiger des documents qui posaient la question autrement. De quoi avons-nous besoin maintenant, pas pour la guerre froide, mais pour ce que nous faisons réellement? Ce que les deux armées faisaient réellement, c'était le Balkan, Bosnia, Kosovo, opération de stabilisation dans des pays détruits. Ce qu'il fallait là-bas, patrouille, checkpoint, protection contre les armes légères, pas des véhicules amphibies, pas des éclaireurs conçus pour traverser l'Elbe sous le feu. Le Lux était le mauvais outil pour Sarajevo. Le VBL, lui, s'y trouvait parfaitement à sa place. Et c'est là que le problème a commencé. En Allemagne, la décision s'est formalisée à la fin des années 90. Un officier du bureau de planification a rédigé un cahier des charges pour le successeur du Lux. Il y a inscrit « bonne optique, faible masse, petit équipage, protection contre les armes légères ». Ce qu'il n'y a pas inscrit, et ce n'était pas un oubli, c'était un choix délibéré, c'est la capacité amphibie. Les scénarios prévisibles n'en avaient pas besoin. Le Balkan n'en avait pas besoin. L'Afghanistan n'en aurait pas besoin. Ce raisonnement était cohérent. Il était même rigoureux pour les guerres de 2003. En France, personne n'a rédigé un document similaire pour le VBL. Il n'en avait pas besoin. Il avait été conçu léger dès le départ, sans ambition amphibie, sans prétention à opérer au contact direct de blindés ennemis. Il était ce qu'il était. Et comme il fonctionnait, au Cambodge, en Somalie, au Rwanda, puis au Kosovo, personne ne posait la question de ce qu'il ne pouvait pas faire. Deux armées ont pris des décisions différentes et sont arrivées au même endroit. Un véhicule de reconnaissance qui s'arrête à l'eau. Janvier 2013, Mali, opération Serval. Des colonnes françaises progressent vers le nord pour stopper l'avance des groupes armés. Le VBL est là, léger, rapide, capable de couvrir de grandes distances sur les pistes sahéliennes. Il fonctionne. Les équipages savent ce qu'il peut faire et adaptent leurs procédures à ce qu'il ne peut pas faire. Ce que les équipages apprennent au Mali, ils ne l'écrivent pas dans les rapports officiels. Ils apprennent les limites réelles du véhicule, pas celles des fiches techniques, mais celles qui apparaissent quand on est loin du soutien logistique, quand la température monte à 50 degrés, quand l'ennemi connaît vos itinéraires parce que vous avez trop peu de véhicules pour en varier. Des solutions informelles se développent, des habitudes s'installent. Le VBL devient ce qu'il est réellement, un outil adapté à certaines conditions, inutilisable dans d'autres. En Allemagne, au même moment, le Fennec fait la même chose en Afghanistan. Les équipages développent les mêmes adaptations non officielles, la même distance entre le manuel et la réalité. 2 véhicules, 2 théâtres différents, 2 armées qui apprennent la même leçon sans se parler. Le dernier Lux a quitté les unités actives quelque part entre 2003 et 2008. Certains ont été mis en dépôt, certains détruits, quelques-uns remis à des musées. À Münster, il en reste un derrière une vitre. Les visiteurs le photographient. Parfois, un homme plus âgé s'arrête plus longtemps que les autres. Dehors, sur les terrains d'exercice de la Bundeswehr, le Fennec roule.
En France, le VBL est toujours en service. Il a 30 ans de plus que prévu à l'origine. Son successeur, le VBAE, est annoncé, discuté, retardé. Les équipages font avec ce qu'ils ont. Ce parallèle n'est pas une coïncidence. C'est la même logique, appliquée des deux côtés du Rhin par des officiers qui avaient de bonnes raisons de faire ce qu'ils ont fait et qui ne pouvaient pas savoir ce que le 24 février 2022 allait exiger. Comment cette logique a rencontré la réalité d'une guerre en Europe? C'est ce que raconte la troisième partie. 24 février 2022, 4 heures du matin. Des colonnes blindées russes franchissent la frontière ukrainienne sur plusieurs axes simultanément. À Bruxelles, dans les états-majors de l'OTAN, des officiers sont réveillés par leur téléphone. Ce qu'ils apprennent dans les premières heures n'est pas une surprise au sens strict. Les renseignements avaient prévu l'offensive. Ce qui est une surprise, c'est l'échelle. Et ce qui suit immédiatement, dans les heures et les jours qui viennent, c'est un mouvement silencieux dans tous les états-majors de l'Alliance. On ressort les cartes qu'on n'avait pas consultées depuis 20 ans. Des cartes avec des rivières, des cartes avec des corridors étroits, des cartes qui ressemblent à la Lituanie, à la Lettonie, à l'Estonie. Dans ces états-majors, des officiers français regardent les mêmes cartes que leurs homologues allemands. Et ils voient les mêmes problèmes, avec des véhicules différents. Les premières semaines du conflit ukrainien ont produit des rapports que les analystes militaires occidentaux ont lus avec attention. Pas les déclarations publiques, les comptes rendus tactiques, les observations sur ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Un élément revenait de façon récurrente, les rivières. En mai 2022, des forces russes ont tenté de franchir la rivière Siversky-Donets. Ce qui a suivi est entré dans les manuels de tactique avant même que la bataille soit terminée. La reconnaissance en amont était insuffisante. Le franchissement a été tenté au mauvais moment, au mauvais endroit, sans information suffisante sur ce qui attendait de l'autre côté. Les pertes ont été sévères, non pas à cause de l'armement adverse, mais à cause du manque d'informations au moment décisif. Qui arrive le premier de l'autre côté de l'eau décide du franchissement. Qui arrive en retard paie le prix. Un officier de liaison français dans un état-major lituanien lit ce rapport. Il regarde ensuite la liste des véhicules disponibles pour la reconnaissance. Il ne dit rien. 27 février 2022, Berlin, Bundestag. Le chancelier Olaf Scholz prononce un discours qui entre immédiatement dans l'histoire politique allemande. Zeitenwende, tournant historique. 100 milliards d'euros de fonds spéciaux pour la Bundeswehr. Nouveaux équipements, nouvelles capacités, nouvelles sérieux, après des décennies de dividendes de la paix. En France, le discours est suivi avec attention. Pas de Zeitenwende officielle, mais une accélération visible. Des annonces sur le renforcement du flanc Est, sur la présence en Roumanie, sur les engagements envers l'OTAN. Et dans les couloirs des ministères, des conversations sur ce que la guerre en Ukraine révèle sur les lacunes des armées européennes. Ces conversations ont un point commun. Elles parlent de véhicules légers envoyés dans des zones où ils ne devraient pas être seuls. 100 milliards d'euros ne changent pas ce que le Fennec peut faire aujourd'hui. Il finance ce qu'il fera peut-être dans 10 ans. Juin 2022, sommet de l'OTAN à Madrid. Les Alliés décident de transformer les groupements tactiques du flanc Est en brigades. Ce n'est plus de la présence symbolique, c'est de la dissuasion réelle. L'Allemagne s'engage pour une brigade permanente en Lituanie à partir de 2027. La France renforce son dispositif en Roumanie. Et maintenant vient le moment où la politique rencontre le matériel. Une brigade en Lituanie a besoin de reconnaissance. La reconnaissance en Lituanie signifie forêt, rivières non répertoriées, corridors étroits, terrain qui n'a pas changé dans sa structure tactique fondamentale depuis la Seconde Guerre mondiale. Le corridor de Suwałki, 65 km entre la Biélorussie et Kaliningrad, est le point le plus vulnérable de tout le flanc Est. Qui éclaire ce corridor en premier dispose d'un avantage que rien d'autre ne peut compenser. Le véhicule que la Bundeswehr envoie pour cette mission pèse 8 tonnes et s'arrête aux rivières. Le véhicule que la France envoie dans ses zones de responsabilité a 30 ans de service et les mêmes limitations fondamentales. C'est ici que l'histoire allemande devient une histoire française. Officiellement, la capacité de reconnaissance de l'OTAN sur le flanc Est est assurée. Les véhicules sont en service, certifiés, intégrés dans les structures. Les exercices ont lieu. Les rapports indiquent que les unités sont opérationnelles. Ce que les rapports n'indiquent pas, ce que les équipages savent
et que les manuels ne disent pas, c'est la distance entre ce que les véhicules peuvent faire sur le papier et ce qu'ils peuvent faire dans le terrain lituanien ou roumain en hiver, avec un ennemi qui connaît leurs limitations. Le Fennec ne nage pas, le VBL non plus. Et dans un terrain qui ressemble à ce que la guerre froide avait prévu et que personne n'avait vraiment prévu de revoir, cette limitation n'est pas un détail de fiche technique. C'est une contrainte opérationnelle que les équipages gèrent avec des procédures improvisées que personne n'a officiellement approuvées. Ce que les équipages allemands en Lituanie ont appris sur les angles morts de leurs véhicules dans ce terrain précis, aucun rapport officiel ne le formule comme ils le formulent entre eux, les équipages français en Roumanie ont les mêmes conversations, dans une autre langue, sur un autre véhicule. Chaque nol, fact-check partie 4. Fakty, które planirują использовать. Brigada Bundeswehra w Litwie, rozwiązanie w 2027, uwierzyć na 100%. Fennec, programa zamiany oficjalna nie zaвершена, сроки после 2030. Обобщаю осторожно. VBL, приемник VBAE, véhicule blindé d'aide à l'engagement. Programa zapuszczona, sroki postawek zdwigались. Pierwsze postawki ожидаются в середине 2000-х, но полное оснащение позже. Уверен в факте программы, осторожно с датами. Обобщаю. Нидерланды эксплуатируют Fennec, совместная программа. Уверен на 100%. Puma, отказы на учениях НАТО декабрь 2022 года. 18 из 18 машин вышли из строя. Уверен на 100%. Франция в Румынии. Батальонная тактическая группа под французским командованием с 2022 года. Уверен на 100%. Сувалкский коридор. Стратегическое значение. Уверен на 100%. Украина. Дроны частично заменили наземную разведку, но не полностью. Уверен на 100% как оперативный вывод. Украина. Потери бронетехники при разведке высоки. Уверен на 100%. НАТО саммит Вильнюс 2023. Подтверждение обязательств по восточному флангу. Уверен на 100%. Конкретные цифры бюджета ВБЭ не верифицированы точно. Убираю. Конкретные имена офицеров не верифицированы. Заменяю на должности. Instandhaltungsrückstände Fennec – общеизвестная проблема боеготовности Бундесвера. Обобщаю без конкретных цифр. Все факты проверены. Начинаю текст. Partie 4/5. Décembre 2022. Quelque part en Allemagne, un exercice OTAN tourne mal. 18 Puma, les véhicules de combat d'infanterie les plus modernes de la Bundeswehr, censés représenter l'avenir de l'armée allemande, tombent en panne les uns après les autres. 18 sur 18. L'exercice s'arrête. Les images font le tour des états-majors européens avant même d'atteindre la presse. Ce qui retient l'attention publique, c'est le Puma. Ce qui retient l'attention des officiers de reconnaissance, c'est ce qui se passe en parallèle dans leurs propres ateliers. Les Fennec en attente de pièces détachées, les listes de disponibilité qui ne reflètent pas la réalité du parc, les mécaniciens qui font des calculs que personne ne leur a demandé de faire officiellement. Un officier français qui observe la situation allemande reconnaît le syndrome. Il l'a vu dans ses propres unités, avec ses propres véhicules. Le problème du Fennec en 2022 n'est plus seulement un problème de capacité, c'est un problème de volume. Une brigade a besoin d'un certain nombre de véhicules de reconnaissance opérationnels en même temps. Si le parc est sous-dimensionné au départ, et il l'est, parce que les budgets des années 2010 ont réduit les commandes, et si les délais de maintenance s'allongent parce que la chaîne logistique n'a pas été dimensionnée pour un usage intensif, alors le nombre de Fennec réellement disponibles pour une opération commence à descendre en dessous du seuil critique. Ce calcul, les planificateurs de la brigade Lituanie le font en 2022. Ce qu'ils trouvent ne figure pas dans les communiqués officiels. En France, le même calcul existe pour le VBL. Le parc vieillit. La maintenance absorbe une part croissante des ressources. Et le successeur, le VBAE, avance, mais pas au rythme que la situation exigerait. 2 armées, 2 parcs vieillissants, 2 programmes de remplacement qui prennent plus de temps que prévu. La symétrie est parfaite et parfaitement inconfortable. Juillet 2023. Sommet de l'OTAN à Vilnius. Les Alliés confirment les engagements pris à Madrid. La brigade allemande en Lituanie reste à l'ordre du jour pour 2027. La présence française en Roumanie est renforcée sur le papier. Les déclarations sont fermes, les échéances précises, les photographies officielles soignées. Dans les couloirs, les conversations sont différentes.
Les officiers qui ont travaillé sur les capacités réelles de reconnaissance du flanc Est savent que les engagements politiques et les capacités matérielles ne sont pas sur la même trajectoire. Les engagements progressent vite, c'est de la politique, ça va vite. Les capacités matérielles progressent lentement, c'est de l'industrie, de la logistique, de la formation. Et entre les deux, il y a une fenêtre de vulnérabilité que personne ne nomme publiquement, mais que tout le monde calcule en privé. Ce qu'on dit à Vilnius devant les caméras et ce qu'on dit dans les états-majors après les caméras, ce ne sont pas les mêmes phrases. L'Ukraine a produit une leçon sur les drones que tous les états-majors occidentaux ont intégré rapidement. La reconnaissance aérienne par drone peut remplacer une partie de ce que faisaient les véhicules terrestres. C'est vrai, les drones voient loin, ils voient sans être vus, ils peuvent opérer dans des zones inaccessibles aux véhicules. Mais les drones ont des limites que les planificateurs ont mis plus de temps à formuler officiellement. Ils opèrent mal dans un environnement de brouillage électronique intense, exactement le type d'environnement qu'un adversaire sophistiqué déploie en priorité. Ils ne peuvent pas confirmer si un pont supporte le poids d'un char. Ils ne peuvent pas établir le contact avec une population locale pour obtenir une information que les capteurs ne voient pas. Et ils ne peuvent pas faire la dernière kilomètre, aller là où le terrain interdit la vision aérienne et où quelqu'un doit physiquement traverser l'obstacle pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Cette dernière kilomètre, c'est exactement ce que le Fennec et le VBL sont censés couvrir. Et c'est exactement là que leurs limitations deviennent critiques. Les drones ne nagent pas non plus, mais personne ne l'écrit dans les rapports de la même façon. Automne 2023, dans une base lituanienne, un exercice conjoint réunit des unités de plusieurs nations de l'OTAN. Les véhicules de reconnaissance de différents pays se retrouvent face au même obstacle. Une rivière de taille moyenne, pas de pont à proximité immédiate, objectif de l'autre côté. Certains véhicules traversent, d'autres attendent. L'officier de liaison français observe. Il note mentalement quels véhicules franchissent l'obstacle et lesquels attendent le pont. Il note aussi que ses propres véhicules sont dans la deuxième catégorie, avec les Allemands, avec les Néerlandais, avec plusieurs autres nations dont les parcs reflètent les mêmes décisions prises dans les mêmes années 90 pour les mêmes raisons. Ce n'est pas une révélation, c'est une confirmation de ce qu'ils savaient déjà. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant tout le monde le sait, et que personne ne peut plus prétendre que le problème n'existe pas. La différence entre savoir qu'un problème existe et avoir une réponse à ce problème, c'est précisément là où les deux armées se trouvent aujourd'hui. Le corridor de Suwałki a 65 km de large. Dans un scénario de haute intensité, le temps disponible pour établir une image de reconnaissance complète de ce corridor se mesure en heures, pas en jours. Chaque rivière qui arrête un véhicule de reconnaissance est une information qui arrive en retard. Chaque information qui arrive en retard est une décision qui se prend sans données suffisantes. Et chaque décision prise sans données suffisantes au bord du corridor de Suwałki a des conséquences qui dépassent largement la taille d'un véhicule à 8 roues. La Bundeswehr a 2027 comme échéance pour sa brigade. Le Fennec sera là. Le successeur, lui, viendra après 2030. L'armée française a ses propres échéances en Roumanie. Le VBL sera là. Le VBAE viendra quand il viendra. Entre ces deux certitudes, le véhicule existant et son successeur annoncé, il y a une fenêtre. Et dans cette fenêtre, des équipages développeront des procédures que les manuels ne prévoient pas pour couvrir des capacités que leurs véhicules n'ont pas dans un terrain qui n'a pas attendu que les programmes de remplacement soient livrés.